constater qu'en France, on ne sait rien de ce qui se passe au Congo. Il y a des massacres, on parle de 12 millions de morts. Comment tout cela est arrivé? Le pays est en déliquescence complète. Comment tout cela est arrivé? Évidemment, on jette toujours la faute à la dictature de Mobutu, qui n'a rien fait depuis le départ des Belges. Mais il y a aussi les dirigeants actuels, tous. Okay? Personne n'a pratiquement fait pour ce pays, ni la communauté internationale. Parce qu'on a vécu des scènes plutôt atroces, avec des exemples que je peux donner, qui ont poussé, moi et d'autres journalistes, à se dire justement, il faut que le monde sache ce qui se passe réellement dans ce pays. On a enterré des gens, on a vu l'invasion du pays, toujours à l'est à partir de l'est du Congo. Tout cela vient d'où? Tout cela vient, je peux donner une part de responsabilité à la France, aux États-Unis. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a des problèmes au Rwanda, en 1994. Vous avez entendu parler du génocide des Tutsis. Mais tout cela, ça remonte très loin. C'est les Belges, en fait, pendant la colonisation, qui ont mis dans la tête des Tutsis que Dieu les avait créés pour diriger les Hutus. Les Tutsis, ils sont 6%, 5 à 6% de la population. Les Hutus sont 94% de la population. Okay? Les Hutus sont forts physiquement. Et les Belges, donc, pour asseoir leur hégémonie, ils ont mis dans la tête des gens que les Hutus doivent servir les Tutsis, qui sont beaucoup plus forts. Et c'est resté comme ça pendant 80 ans de colonisation, comme au Congo. Au Rwanda, ils ont envoyé les Tutsis à l'école, pas les Hutus. Tous les avocats étaient Tutsis, les profs d'univ étaient Tutsis, les généraux dans l'armée étaient Tutsis, les ministres, les médecins, les ingénieurs, tous étaient Tutsis. Ça a créé des frictions pendant plusieurs années. Ils se sont toujours battus, cette injustice-là et tout, jusqu'en 1959. Vous allez me dire pourquoi tu reviens au Rwanda. Ça retombe sur la situation actuelle au Congo. Et donc, déjà avant l'indépendance, avant les années 60, jusqu'en 1959, où les Hutus, majoritaires et beaucoup plus forts, ils ont chassé pratiquement tous les Tutsis. Les Tutsis sont allés se réfugier pour la plupart en Ouganda, d'où ils ont préparé leur retour dans leur pays, ce qui est leur droit, mais surtout leur hégémonie. Comme Dieu nous a créés, on va revenir, ils sont préparés militairement pendant que les Hutus ils étaient distraits. Ils se disaient, bon, ces gens ne reviendront plus jamais. Et en 1990, les Tutsis sont revenus. D'où le génocide en 1994, après avoir abattu l'avion du président Habyarimana, c'était une sorte de vengeance séculaire. Okay? Mais si je parlais de la complicité, si je peux dire, de l'irresponsabilité de la communauté internationale, c'est que c'est l'opération turquoise, la Légion étrangère française, qui était sur place. Mais le président Mitterrand à l'époque, je n'ai pas le peur de le dire, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de secret dans ce monde, le président Mitterrand et son gouvernement, Roland Dumas et tout, ils ont tout fait pour retenir au pouvoir, protéger et garder au pouvoir le président Hutu Habyarimana. Okay? Et la Légion étrangère, qui s'appelait l'opération turquoise, on les a vus faire déplacer des milliers de Hutus qui avaient perdu la guerre lors du génocide en 1994. Ils les ont amenés au Congo avec leurs armes, avec leurs hélicoptères de combat, avec des tonnes de munitions, on les a vus traverser. On a vu des vieilles mamans Hutus qui traversaient la frontière sous la protection des militaires français, avec un bébé au ventre et le panier avec des grenades dans le dos, les vieilles mamans. Non seulement ils les ont fait traverser, ce qui est tout à fait humanitaire pour sauver leur vie, mais contrairement à ce que disent les textes de l'ONU, les textes officiels, ils ne les ont pas parqués à 200 km de frontières. Mais la ville de Bukavu, c'était 300 000 habitants. En une semaine, on était plus de 2 millions avec les Hutus, dans nos écoles, dans nos marchés, dans nos églises, dans la rue, ils dormaient dans la rue et tout, avec leurs bombes, avec leurs armes. Après quelques semaines, on les a mis dans des camps de réfugiés, des camps de fortune. Et au lieu de se tenir tranquilles, c'est évidemment sur leur pays, ils se sont mis à faire des raids sur leur pays, à attaquer le pays, le Rwanda, qui maintenant était dirigé par les Tutsis, de Paul Kagame. C'est là que Paul Kagame se dira avec les États-Unis, parce qu'on a vu des militaires noirs, comment on dit, afro-américains, les instructeurs, Front populaire rwandais, les instructeurs c'était des noirs américains. Enfin, imaginez-vous, un noir militaire, mais qui ne parle ni swahili, ni lingala, ni français. On comprend tout de suite. Et donc, ils se sont mis, les Hutus, dans les camps, à lancer des bombes sur leur pays, au point que Kagame se dit, pour avoir la paix chez nous, on doit déstabiliser ces camps de réfugiés. Mais on ne peut pas entrer sur un territoire étranger. On va parler, on va crier
comment on dit, un pays qui a l'ingérence, ingérence, comme on dit en politique. Là, ils vont se souvenir d'un vieux, le seul qui était resté opposant à Mobutu après l'indépendance, le vieux Kabila, qui vivait maintenant à Dar es Salaam. Il faisait des affaires, il vendait l'or sur le bord du lac Tanganyika. Après 30 ans dans les forêts du Kivu, mais c'était retiré de la politique, tout le monde a fait peur de Mobutu à l'époque. On pensait que Mobutu avait la plus grande armée, la plus équipée et tout. Mais en fait, on ne savait pas que Mobutu ne payait pas ses militaires. Okay? Il payait juste sa garde rapprochée. Et donc, ce que je vous dis, c'est que Kagame, excusez-moi, et les Américains, ils vont trouver le vieux Kabila, Laurent Désiré, dans son hôtel de luxe à Dar es Salaam, en Tanzanie. Ils lui disent, tu vas nous aider à déstabiliser les camps de réfugiés. L'objectif de départ, c'était déstabiliser les camps de réfugiés. Et là, on est surpris, en 96, le 29 octobre 96, on est surpris tout d'un coup d'entendre des coups de bombes, des coups de feu et tout. Après quelques jours, c'est un discours, c'est Kabila qui dit je viens pour sauver le Congo. Sauver comment? En réalité, il venait donc à la tête des militaires rwandais pour déstabiliser les camps de réfugiés. Et nous, on se rend que Mobutu n'a pas d'armée. Parce que, là vous allez rire peut-être, parce qu'on se rend compte que l'armée de Mobutu, des gros bras de la DSP, Division Spéciale Présidentielle, ou du SARM, le Service d'Action et Renseignement Militaire, au lieu de défendre la population, c'est eux qui pillent les voitures, qui pillent les maisons et qui s'enfuient vers Kinshasa, vers Kisangani pour prendre le bateau et s'en aller. Et là, on se rend compte, et là, je vais vous dire une anecdote, on pouvait facilement reconnaître un militaire de Mobutu d'un jeune militaire du Rwanda, parce qu'ils sont très disciplinés. Les militaires de Mobutu, les militaires rwandais, ils avaient sur la tête un béret vert. Ils ont de même tenue, les mêmes Kalachnikov. Mais les militaires rwandais, les jeunes, Kadogo les appelait, enfants soldats, ils avaient sur la tête un béret vert. Les militaires de Mobutu, ils avaient sur la tête le téléviseur qu'ils viennent de piller chez Sarah. Tu vois carrément un militaire avec son arme en bandoulière, un congélateur sur la tête en train de fuir. Et là, nous, la population, on se rend compte que Mobutu n'a pas d'armée, qu'on avait peur d'un lion qui n'a plus de dents. Et les assaillants, entre guillemets, donc les Rwandais et Kabila, ils se rendent compte que Mobutu n'avait pas d'armée, qu'on a eu peur de lui pendant 30 ans pour rien. Et donc, ils déstabilisent les camps de réfugiés. Moi, j'ai vu le vrai génocide, c'était dans les camps de réfugiés. On n'en parle pas en France, parce que bon, si je vous ai dit que les Belges, ils ont choisi les Tutsis, c'est parce qu'ils ont les canons de beauté des Tutsis, parce qu'ils ont le nez fin et tout. Les Tutsis, c'est facile de faire la différence. Les Hutus, ils sont massifs, c'est Corneille, si vous connaissez la musique. Et les Tutsis, c'est Stromae. Ils sont comme ça, fins, élancés, beaux, selon les Blancs, quoi, tu vois. Et donc, ils se rendent compte que Mobutu n'a pas d'armée. Il tue les gens. Il massacre des camps de réfugiés. Il y avait 37 camps le long des frontières, tous attaqués au même moment à 3 h du matin. Des vieilles femmes, des pauvres enfants et tout. Ça puait la viande pourrie partout. Et les rares qui sont échappés, l'armée des Tutsis, donc, rwandaise, les poursuit à travers la brousse. Il y en a qui ont marché, je connais un ami Philippe Mbaïmana, j'ai travaillé avec le radio Gatacha, je l'ai retrouvé ici. Il a marché de Bukavu jusqu'au Sénégal, à pied. Il ne savait pas où aller. Beaucoup ont été noyés dans les fleuves et tout, en voulant traverser. Beaucoup ont été bouffés par les léopards, les animaux sauvages, pour sauver leur vie. Et donc, ils se disent, les Tutsis et Kabila, là, il se rend compte, j'ai eu peur de Mobutu pendant 30 ans, alors qu'il n'a même pas d'armée. C'est là qu'il décide de prendre Kinshasa. Ce n'était pas l'idée de départ. Là qu'il décide, il se dit, bon, je peux être président au pays. Et donc, ils poursuivent l'armée de Mobutu et les réfugiés. Et les Rwandais, partout où ils passent, ils voient des mines de diamants à ciel ouvert, le cobalt à ciel ouvert, le coltan à ciel ouvert, l'uranium, la cassetterie, tous les minerais. Ils se disent, tiens, ce pays, on savait que le Congo est riche, mais à ce point, toutes ces richesses, ces trésors, personne pour les protéger. Ils décident de rester, qu'est-ce que tu feras à sa place? Et c'est comme ça l'histoire, le début de la misère de la population. Après, donc, c'est pas une courte histoire. Hein. Après, Kabila, Mobutu était fatigué, malade, abandonné de tous. Il marche pendant 7 mois, donc l'armée, ils prennent le pouvoir à Kinshasa. Et Kabila, le pauvre vieux, il est au pouvoir, la population est contente. On dit bienvenue, papa Kabila, mais il commet l'erreur fatale. Lui, le président, mais tout son entourage, c'était des Rwandais qui l'ont mis au pouvoir. Bizima Kara, il est du Rwanda, il a fait son ministre des Affaires étrangères. L'actuel ministre de la Défense au Rwanda, il a été pendant 3-4 ans, James Kabarebe, général Kabarebe. Il a été pendant 4 ans le chef de l'armée du Congo.
un Rwandais, chef de l'armée. Tu t'imagines un Allemand qui est chef de l'armée en France, des choses pareilles. Et comme tout militaire, au front, surtout un pays conquis, ils se mettent à violer, à piller, à faire toutes sortes de choses. Ils ont chassé les gens de leur maison, de leur voiture pour se les approprier. Ils violent les femmes en plein marché, le dimanche, le jour de marché. Donc ils sont un pays conquis. Et la population dit à Kabila, papa, nous t'aimons bien, tu as chassé Mobutu, mais tes Rwandais nous font souffrir aussi, pire que les... Et Kabila décide de dire à ses amis rwandais, vous pouvez rentrer dans votre pays. Les autres clauses de notre contrat, personne n'a jamais su leur contrat. On va voir comment les régler après. Le 27 juillet, 27 juillet 98, il dit bon, vous pouvez rentrer votre pays. 5 jours après, toujours par la même frontière de Bukavu et de Goma, les Rwandais reviennent sous la nomination de RCD, Rassemblement Congolais pour la démocratie. Ils disent, avec Kabila, nous avons fait la guerre de libération pour chasser Mobutu. Maintenant, nous faisons la guerre de rectification pour chasser Kabila. La même histoire qui se répète, les mêmes morts, les mêmes fosses communes. Je peux vous dire où est-ce qu'il y a des fosses communes, à Bukavu, à Goma. Combien nous avons enterré les gens, tellement ça puait. Je peux vous dire que les chiens et les corbeaux ne pouvaient plus voler, tellement ils mangeaient de viande, de chair humaine. Okay? Tout cela, c'est l'horreur. Donc, je parle un peu beaucoup, mais c'est pour vous donner un peu la topographie de l'histoire du Congo. Et malheureusement, tous ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, ils viennent de l'une de ces rébellions. Okay? Et le malheur du Congo aujourd'hui, c'est le coltan. Le colombo-tantalite, un minerai dont on ne parlait pas les autres années. Parce que les Belges, quand ils ont colonisé le Congo pendant 80 ans, ils ont exploité la cassiterite pour faire l'étain. Le coltan, si vous ne savez pas, c'est un minerai qui va toujours avec la cassiterite. C'est une pierre bête, comme toutes les pierres. Mais on ne s'en servait pas. Jusqu'à la fin il y a 20 ans, à la fin du siècle dernier, avec l'avancée des technologies, on découvre qu'au Congo, il y a du coltan. 2 tiers du coltan du monde, c'est au Congo. Je vous jure, le coltan, c'est des pierres quand on était gamin, qu'on ramassait comme toutes les pierres pour aller chasser les oiseaux avec nos lance-pierres. Nos parents ont construit des maisons avec toutes sortes de pierres, dont le coltan. J'en connais beaucoup aujourd'hui qui détruisent leurs maisons pour revendre le coltan. Okay? Et évidemment, comme il y en a partout, les compagnies minières et tout, enfin les compagnies de fabrication de téléphones portables qui en ont besoin, des ordinateurs portables, ça ne peut pas se faire sans le coltan. Et donc, c'est eux qui exploitent le Congo, d'où les 12 millions de morts dont on parle aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, excusez-moi madame, mais dans notre village, okay, il y a nos grands-pères qui nous ont laissé notre village. Vous êtes ma cousine, c'est un exemple. Dans ce village, comme partout, il y a du coltan. Sony, je sais pas, Sony ou ceux qui fabriquent les téléphones portables, on ne va pas citer parce que je n'ai pas encore fait d'études, mais tous, ils sont au Congo. Microsoft, machin, IBM, ils ont besoin de ce coltan. C'est un exemple pour vous faire comprendre. Alors il y a, disons, Samsung, c'est un exemple, je n'ai pas de preuves, mais ils sont tous là. Samsung vous dit, madame, je vous donne 2 millions, c'est un exemple, pour le coltan qui est dans votre village. Mais moi, c'est Nokia qui me donne 3 millions pour le même coltan. Et après, c'est la guerre entre Samsung et Nokia pour le coltan de notre village. À un moment, ils vont vous dire, écoutez, madame, Déo donne notre coltan à Nokia. Il vous donne des mitraillettes. Mais moi aussi, il me donne des mitraillettes et de l'argent pour payer des mercenaires. C'est comme ça qu'on débauche les enfants des écoles pour en faire des enfants soldats. Maintenant, on appelle ça des groupes armés, mais c'est des petits groupes qui exploitent le coltan. Ça, je dis pour le coltan. Dans ce village, c'est la guerre. Groupes armés, le vôtre, le mien et celui de David qui se combattent. Mais 40 km plus loin, c'est des exploitants de diamants qui donnent des armes pour le diamant. Ailleurs, c'est pour l'or. Et donc, dans ce pays-là, au Kivu, tu ne peux pas faire 3 km sans tomber sur un groupe armé. Okay? D'où, encore une fois, le rôle, si je reviens à nos autres journalistes, qui devient aller partout. Toi, Blanc ou Julien, avec sa caméra, d'abord, il n'y a pas de route, c'est un pays montagneux. Tu ne peux pas faire 30 km. Chez nous, on fait 30 km en 2 semaines. Il n'y a pas de route. Avec tout ton matériel sur le dos, je ne vois pas très bien. Et en plus, tu as Blanc, donc tu as l'argent, il y a des endroits où tu n'arrives pas. Si tu vas au Congo aujourd'hui, à l'ambassade, on te dit des endroits où tu ne peux pas dépasser. Okay? Donc, si nous, les journalistes congolais, on ne le faisait pas, personne ne saurait ce qui se passe là-bas. Maintenant, il y a les drones, mais les drones, il ne faut pas des interviews avec la population. Okay? D'où nous avons été obligés d'aller là-bas parce que c'est vraiment profond. Parfois, j'ai envie de pleurer. Cette population, elle est
abandonnée à elle-même. Il y a la mission des Nations Unies au Congo, je ne sais pas si on peut en parler, moi je les ai vus à l'œuvre. Ils sont 19 000 militaires de toutes les nationalités. Super armés, tu te croirais dans un film avec Schwarzenegger. Mais chaque jour, ils dépensent $1 million par jour, pas par semaine, par jour, depuis décembre 1999, pour rouler en 4x4. Ils sont en vacances dans ce pays. Et chaque jour, pratiquement, il y a un village qui est attaqué, des petites filles qui sont amenées en esclavage sexuel, des villages qui sont abattus, brûlés, incendiés. Il y a des jeunes de 10 ans qui sont amenés par les groupes armés justement, comme enfants soldats et tout. Ce n'est jamais, jamais à plus de 3-4 km d'un camp fortifié de la mission des Nations Unies. Et souvent on allait, enfin chaque jour, il y a un massacre dans un village, les groupes armés et tout, où les réfugiés Hutus qui sont restés, FDLR on appelle, on va, on apprend qu'il s'est passé encore ceci dans tel village, et ça c'est poignant, on y va avec un groupe de journalistes, on arrive sur place, les militaires des Nations Unies, soit uruguayens, chinois, indiens, français, belges, ils nous disent non, toute la nuit on a vu ce village-là qui brûlait, c'est toujours sur les collines des villages. Ce village qui brûlait, on a entendu les femmes et les enfants qui criaient toute la nuit. Ils nous mettent dans leur voiture blindée, on arrive, se place dans ces villages, on compte le nombre de maisons brûlées, on nous dit combien de petites filles ont été amenées en esclavage sexuel, on nous dit combien d'enfants ont été amenés, des femmes qui ont été violées devant leur mari, leurs fiancés, leurs parents. Okay? Tout ça, ils écrivent, ils disent comme nous, il faut des statistiques, il faut rapport à M. Ban Ki-moon, à M. Kofi Annan, c'est ça leur mission. Ils vous disent, nous sommes la mission d'observation des Nations Unies au Congo. $1 million par jour, depuis 1999, faites le calcul. Comment ne pas dire ça? Okay? Pourquoi se taire quand on voit des choses pareilles? Parce que bon, quelqu'un d'une autre nationalité peut se taire, mais moi c'est ma mère qu'on viole. Okay? C'est ma fille qu'on viole. C'est mes racines qui sont détruites. Et donc, on a pris le risque, moi j'ai pris ce risque, avec d'autres journalistes, de faire savoir au monde ce qui se passe dans ce pays. Mais est-ce que notre message arrive à destination? Parce qu'il y a l'ambassadeur de France, de Belgique, du Canada, des États, ils sont là-bas sur place, ils voient tout ça, ils nous parlent.